Radio Les Clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes de retour avec un album qui aurait pu s'intituler 20 ans après si le titre avait été libre, peu importe, car vous n'êtes pas un mousquetaire au service du roi, mais un troubadour qui a construit son royaume sans pour autant mener toujours une vie de château. Bonjour Kali. Bonjour. Alors on vous retrouve avec un album étonnant, c'est-à-dire que vous avez repris votre premier album, voici 20 ans, qui avait été un véritable succès, il y en a eu d'autres depuis, et vous l'avez enregistré avec des personnalités. On va donc en parler tout au long de l'émission. Merci beaucoup. Avec ces chansons qu'on va écouter, vous nous direz aussi à chaque fois pourquoi tel chanteur, mais le principe des Clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 21 juin 1983, où vous voyez ce film à la télévision. Road Boy. Et ce film vous a marqué, je crois. Ouais, c'est 83 ou 82 83, la deuxième fête de la musique. Deuxième fête de la musique. Alors, ce film, je venais de... Parce que la fête de la musique, quoi. Donc, ça venait d'arriver, c'était là. Et moi, j'étais sur la place de mon village avec mon premier groupe. On fait du bruit, on sait pas trop. On fait du punk. Et on aime ça. Et puis je rentre chez moi et je m'installe sur le canapé à minuit, un film des Beatles, et 3h du matin, Rude Boy, Clash. Donc là, c'est le miracle qui me tombe dessus, c'est la tornade. C'est Joe Strummer qui ne m'a plus quitté depuis et voilà, ça a changé totalement ma vie en fait, ce film. Ouais. Oui, l'histoire, c'est quelqu'un qui derrière son comptoir de sex shop qui voit arriver un client et c'est les Clash et il va travailler avec les Clash, qui est son rêve de toujours. Il va travailler avec les Clash exactement, comme régisseur, comme accompagnant, comme pote, comme ami. Et c'est les prémices, c'est les prémices d'une révolution quelque part, quoi. Donc ce n'est pas le No Future, c'est ce qui m'a plu. C'était pas le No Future des Sex Pistols. C'était il y a un futur devant, il y a l'éternité devant. Il faut juste se serrer les coudes, ne pas accepter ce que le gouvernement de Thatcher nous impose et se battre et aller au bout, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis cette musique qui est toujours d'actualité parce que sur Rude Boy, c'est le premier album, ce sont les chansons du premier album des Clash. Il faut savoir qu'il a enregistré dans un tout petit studio pendant une poignée de jours. Donc les chansons crachées n'ont pas eu le temps de s'agripper à une mode. C'est pour ça qu'elles sont toujours actuelles aujourd'hui. Alors il se trouve qu'en plus, vous voyez ce film dans un tout petit village, Vernay-les-Bains, oui, où vous avez grandi. Vous êtes né à Perpignan, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment... la famille est arrivée à Vernay-les-Bains après un périple incroyable. Je crois que vos ancêtres étaient en Italie, au Canada, en Espagne. Ouais, j'ai surtout, on a toujours ce héros dans la famille qui était Giuseppe Calicciuri, qui était de San Stefano, près de Reggio de Calabre. Et 20 ans, et avec une poignée d'irréductibles un peu fous. Ils attrapaient comme ça une rumeur dans la rue ou en bout de journal qui disait qu'un peuple souffrait, un peuple était martyrisé par le fascisme, et eux vivaient ce fascisme-là de Mussolini. Ils ne voulaient pas que les autres en souffrent, donc il prenait son baluchon, il allait se battre. Oui, il est allé au Canada défendre la cause de Sacco et Vanzetti, par exemple. Il est allé faire exploser le consul, il n'y a pas eu de mort, hein, mais le consul d'Italie en Algérie. Il rentre en France et puis évidemment il s'engage dans les brigades internationales et il a été blessé sur le front de Brunette. Et Brunette, il y a ce fabuleux film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid. Absolument. On y découvre Hemingway, etc. Mon grand-père blessé, soigné par une dame, et puis l'assistante qui est là, c'est ma grand-mère, Maria Pilar, et ils partent tous les deux à Barcelone, le coin, on va dire, des Républicains, mais les Républicains prennent des bombes sur la tête, ils s'enfuient vers la France par la retirade, et ils atterrissent sur les camps de souffrance, quoi. Donc Argelès, Saint-Cyprien, mon grand-père qui lui est séparé parce qu'il était politique à Gurs. Et il se retrouve à Mende après des périples. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai joué il y a pas longtemps à Mende. Et je suis allé visiter le Rio Cross, ça s'appelle. C'était le camp des femmes et des enfants. Et ma grand-mère était là, quoi. Donc j'avais beaucoup de frissons. Et le maire de la ville l'a perçu et a cherché, a retrouvé, et m'a envoyé un courrier. C'est une lettre de mon grand-père qui était loin d'eux, loin de sa famille, et qui suppliait les autorités de donner de la soupe et du lait aux petits garçons. C'était mon papa. C'est fabuleux. Alors votre père justement et votre mère sont arrivés à Vernay-les-Bains après les ancêtres, et votre mère au départ était l'institutrice. Je crois que c'est elle qui vous a pratiquement appris à lire et à écrire, Kali. Ouais, alors je dirais que celle qui m'a appris à lire et à écrire, c'est celle qui
Pour moi, le plus beau métier du monde, c'est instituteur de cours préparatoires. Hein. Donner la lecture, c'est donner la lecture, l'écriture, c'est donner la liberté. Ma maman, c'était juste avant, c'était la petite école, elle était directrice de l'école maternelle. Alors on habitait juste au-dessus là de la classe et ma maman j'étais dans ses jupes tout le temps, dans ses robes tout le temps et j'ai eu la chance parce que des années après, ma grande sœur Gina a repris ce poste-là et j'ai pu revisiter cette maison, ma chambre, je la pensais immense. Je me suis mis à genoux, accroupi, à la hauteur de mes 6 ans, pour refaire le trajet dans la maison. Elle est toute petite, cette maison. Elle est petite, malheureusement, hélas, votre mère est décédée très jeune, et on le sait. Et c'est un petit peu... la mort, elle est présente dans vos chansons, et dans ce nouvel album, qui est en même temps une refonte d'ancien album, il y a une chanson qui s'appelle Dolorosa. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous tuer. Invite ton amant dimanche à dîner. Dimanche, c'est le jour des frites et du poulet. Un duo. Ouais, Olivia Ruiz. C'est une voisine finalement. Ouais, c'est ma petite sœur. Hein. On vient de la même histoire. Elle balle de village. Oui. Et puis on s'est pas quitté. On est très proches. Alors, elle a une actualité évidemment. Mais je l'ai appelée, elle est arrivée de suite, quoi. Et elle m'a dit, j'adore cette chanson, donc je veux la faire avec toi. Alors, ce qui est très drôle dans cette chanson, c'est que, à l'époque, il y a 20 ans, je l'écris et je raconte, donc, il y a 20 ans que nous sommes dans le jardin et je suis face à ma femme et à son amant. Donc, c'est assez terrible. Mais là, c'est encore plus terrible 20 ans après parce que ma femme, c'est Olivia Ruiz. Donc, elle a pris ce rôle-là, quoi. Ouais. C'est autre chose, ça peut être un vaudeville. Alors, la chanson, vous l'avez découverte grâce à votre père, qui écoutait Brel, Mouloudji, et surtout cette chanson qu'il reprenait à tue-tête. À mes oiseaux piaillant debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutis et leur Le chien de Léo Ferré. Ouais. Ça a marqué votre enfance, Kelly? Ça a marqué mon enfance, il écoutait beaucoup Paco Ibáñez aussi, mais Léo Ferré, j'ai dédié un album, j'ai fait un album Léo Ferré il y a quelques temps, je l'ai dédié à mon papa, parce que pour moi c'est la source. Je me souviens de mon papa qui pleurait en écoutant ces mots-là, alors que mon papa c'était un vrai Lino Ventura, et il m'a surpris en train je l'ai surpris en train de pleurer. Il m'a dit, tu sais Bruno, j'ai vu cet homme sur scène et il s'est fait cracher dessus. Et le morceau d'après, tout le monde était debout à applaudir à tout rompre. C'est ça, Léo Ferré. C'est pour moi le symbole de la liberté. Je suis allé chez eux là, en Toscane en novembre. C'est comme ma famille, hein, Marie-Christine, Mathieu, ouais. Et c'est vrai qu'il était indiscipliné, d'ailleurs, dès l'école, puisqu'à l'école, il avait un matricule 38 et une soutane pour assister le prêtre, et ses camarades lui avaient rasé la tête. Et c'est la base de son indiscipline, à Léo Ferré. Ouais, il y a ça, il y a aussi les fameux, parce que son père qui était directeur du casino de Monaco, l'a mis en pension à Bordighera. Chez les curés, hein, en fait, et Bordighera, et il a subi des choses pas très claires et pas très belles, et il a écrit une chanson là-dessus qui s'appelle L'enfance, et quand je la chante, ça me bouleverse, ouais, parce que je crois que ça aussi, ça l'a totalement emmené sur cette voie de la rébellion. Oui, et vous aussi, Cali, vous êtes assez indiscipliné à l'école, vous refusez de lire Victor Hugo, vous prenez la tête des manifestations, enfin la totale, quoi. Oui, Victor Hugo, c'est parce que je lis absolument aujourd'hui Victor Hugo, et depuis, évidemment que c'est bouleversant, mais je ne supportais pas l'idée avec tous ces millions de livres, qu'on nous impose un livre à étudier pour l'année. Alors j'ai dit, non, je ne veux pas le lire. Moi, je veux lire les livres que j'ai envie de lire et j'en parlerai mieux. Et la prof m'avait dit, je me souviens, ok, c'est bien. Et puis, je reçois le bulletin scolaire, français, aurait des aptitudes remarquables, mais demeure à un niveau d'inculture tout aussi remarquable. Ça s'est arrangé depuis. Et à l'époque, votre vraie passion, c'est le rugby. Ouais. Vous auriez pu faire du sport-études, Cali, en rugby. Ouais, je devais aller à Béziers. J'avais un bon niveau scolaire et j'avais un très bon niveau rugby. Je suis de la génération de Marc Lièvremont, notre ancien entraîneur de l'équipe de France. On a su de suite que lui allait partir très haut, mais moi j'étais sur ses traces, hein, c'était bien. Et puis le népo, je sais pas, le népotisme ou en tout cas les fils d'eux ont fait que d'autres enfants étaient pris à ma place. Ça m'a bouleversé totalement. Ouais. Je comprends. Vous savez que Sud Radio, c'est la station du rugby. Oh, j'adore. J'écoutais encore hein, là, le France Gall, mon ami François Trio. J'adore. Alors, en même temps, vous aviez une autre idole à l'époque, c'était Roger Coudert. Ouais. Vous regardiez les matchs de Roger Coudert à la télévision. Oh bah ouais, Roger Coudert, ce fameux match, le dernier match où il est là, où l'équipe de France, où Jean-Pierre Rive lui offre son maillot ensanglanté, et puis Roger Coudert et Pierre Albaladejo. J'ai ce souvenir, je crois que c'était le 9 mars, c'est 78, où il y a le match France-Irlande, et en bas il y a une bande qui passe
Claude François est mort. J'ai ce souvenir-là. Je suis tout seul à la maison et je lis ça. Ouais. Et il se trouve qu'en plus, Roger Coudert n'aurait pas dû faire du journalisme. Il était venu à Paris pour faire les beaux-arts et de la cuisine. Oh là. Il devait être cuisinier et ça n'a pas marché. Alors que vous avez tenu une crêperie. J'ai tenu une crêperie. La salle de Vernet-les-Bains. La salle de Vernet-les-Bains, heureusement. Mais c'était drôle, c'est avec Fernand, celui qui était dans mon premier groupe et qui fait les pochettes aujourd'hui de mon album. C'était avec Alec, qui est toujours très proche. Et on a tiré au sort. Bon, moi j'étais serveur, Alec faisait les crêpes et Fernand la plonge. Mais alors on voulait l'appeler le Pogo, évidemment. On s'est dit non, on va trouver un nom un peu plus collectif, un peu plus allez, mainstream. On l'appelait l'Acapulco. Et les gens venaient, on faisait des bonnes crêpes, mais la musique était trop forte. Alors parfois les gens commandaient leurs crêpes et en entendant les morceaux que nous passions, des morceaux, ça pouvait être les Stranglers, les Clash, et quand ils reconnaissaient le morceau, on leur offrait le repas. Ouais. Et ben voilà, je pense qu'en tout cas vos fans reconnaîtront ce morceau dans sa nouvelle version. Penses-tu rester toujours tout près de moi? Saurais-je mieux t'aimer que celui avant moi? Pourrais-tu mourir? Il y a une question. Avec qui? C'est mon ami Charles-Élie Couture, c'est mon grand frère, un protecteur, un artiste absolu. David Desvérités a fait une biographie sur Charles-Élie et il faut la lire parce que c'est un roman, c'est l'histoire d'une vie absolument dingue. Je suis amoureux de sa musique, je suis amoureux de sa peinture, je suis amoureux de lui tout simplement. Et quand il est venu en studio, je lui ai dit s'il te plaît, fais-moi du Charles-Élie. Vous savez, avec cette voix un petit peu qui s'en va parfois et qui s'amuse à improviser là où on ne l'attend pas. Et il m'a offert ce magnifique cadeau. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, David Desvérités a fait votre biographie Cali, je dois encore vivre chez l'Archipel. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur votre vie et notamment j'ai pas trouvé cette date, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 7 novembre 2003. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Cali. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cali, 20 ans après, le premier album que vous réenregistrez avec des duos qu'on écoute tout au long de l'émission. Il y a aussi votre biographie que David Desvérités a écrit, Je dois encore vivre chez l'Archipel, et des dates bien sûr, le principe des clés d'une vie. 7 novembre 2003, c'est votre première télé. C'est un portrait dans le 12-14 de France 3. Un journaliste évoque vos chansons où vous mêlez l'humour au désespoir et vous êtes sur scène avec vos musiciens et on entend ceci. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Encore un duo. Ouais. Francis Cabrel, le vrai Encore cadeau. un voisin aussi. Un voisin, mais c'est le vrai cadeau. Francis, j'ai eu la chance d'être le parrain des rencontres musicales d'Astafor en 2006. Et depuis, il me protège beaucoup. J'ai eu la chance d'écrire une préface sur une bio sur Francis. Et puis à l'époque, à cette époque-là, j'ai donné un concert dans le Sud et on m'a dit qu'il était dans le public. Et alors, j'ai pris la parole et j'ai dit, vous savez, j'ai des influences, Léo Ferré, Jacques Brel, mais surtout sa fille Francis Cabrel. Alors les gens ont rigolé, j'ai dit, Francis, tu monterais sur scène. Et nous avons interprété encore et encore sa chanson Dynamique, mais piano-voix, cuivre, très 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 calme, comme la version de C'est quand le bonheur. Et je lui ai dit, toutes ces années après, est-ce que tu viendrais chanter C'est quand le bonheur comme nous l'avions fait à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, il m'avait dit, j'ai redécouvert mes mots, j'ai redécouvert une autre version qui m'a beaucoup plu. Alors voilà, il m'a fait ce cadeau. Ouais. Voilà. Mais ce qui est étonnant en plus, c'est que cette chanson, personne n'y croyait. Vous avez ramé avec des maisons de disques qui les refusaient les unes après les autres, ces chansons. Oui, mais c'était assez, c'était pas douloureux du tout parce que je n'avais aucune ambition de sortir un disque. En fait, ces chansons-là, c'était pour me sauver la vie. Je venais de vivre une rupture amoureuse, donc c'est un album sur la rupture quelque part, donc les gens se sont retrouvés là-dedans. Mais au départ, c'était, je me souviens très bien de C'est quand le bonheur. Je rencontre un peu plus tard la mère de mes enfants et j'étais en train d'écrire ma chanson triste avec ses couplets tristes. Et comme on se voyait jamais, elle était à Besançon et moi à Perpignan, le facteur a frappé à ma porte, il m'a tendu une carte postale et sur la carte postale était écrit au dos, c'est quand le bonheur. Alors j'ai collé la carte postale sur ma chanson et c'est devenu ça, quoi. Ouais. Avec un succès incroyable. Je crois que les Francophonies de La Rochelle, dans une toute petite salle, le public reprend en chœur la chanson. Ouais, c'est une chanson porte-bonheur. J'ai toujours ce plaisir à la jouer, toujours, et le public la connaît par cœur.
Et oui, à l'époque, je me suis pas rendu compte. On m'a juste dit au mois de mai sur une radio, ça passera entre Sting et les Cranberries, et c'est passé. Et à partir de là, j'ai reçu des coups de téléphone à droite, à gauche, et ma vie a changé à ce moment-là. Et vous avez pleuré quand vous avez écouté la chanson pour la première fois à la radio? Ouais, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré parce que j'aurais voulu que mes parents voient ça, j'aurais voulu que... Mais il y avait de la joie, hein, parce que je sortais dans le studio, on venait d'enregistrer mon premier album, je pensais que ça serait le dernier, oui. ça m'allait, hein, moi je faisais des balles de village, oui. Et on était en Angleterre avec Daniel Presley, mon réalisateur. Ils m'ont dit, il se passe quelque chose avec cet album et avec cette chanson. Et après, elle passait partout. Et j'ai beaucoup pleuré, mais surtout, j'ai beaucoup ri aussi, parce que je me souviens de la sortie du disque, le 19 juillet 2003, si on parle de date. Ouais. Je suis à Perpignan et je vais évidemment chez le disquaire Lolita, avec ma famille, mes amis, tout le monde, chercher mon disque. Et le gars me regarde un peu triste, il me dit, on l'a pas reçu. Alors j'étais désolé, il me dit, ouais, il y a une grève des camions à Narbonne, donc le premier jour, mon disque n'était pas chez moi. Ça s'est arrangé. Je crois que les ventes étaient estimées autour de 5000 exemplaires, vous avez fait plus de 100 000. 500 000. 500 000, ouais. C'est fou, hein. Ouais. 100 fois plus que ce qui était prévu. Ouais, c'est ça. Et le bonheur, justement, à Perpignan, quelqu'un l'a chanté, quelqu'un que votre famille a bien connu. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous appelle. Charles Trenet, le bonheur de Pascal. Et je crois que Jean-Sébastien Fruité, votre arrière-grand-père, l'a arrêté. Ouais, il était brigadier, il était à Vernet-les-Bains, et Charles Trenet avec Johnny Ace, oui. C'est un duo, se produisait au fameux casino de Vernet qui accueillait les rois, les reines, parce que c'est en microclimat exceptionnel. Et puis lui donnait ses concerts, et le soir allait batifoler, s'amuser dans le parc du casino tout nu. Et mon grand-père l'a arrêté, et il lui a dressé un procès-verbal. Et voilà, ça devait s'arrêter là. Mais puis Charles Trenet a fait la carrière qu'on connaît. Il devait partir aux États-Unis, mais un procès-verbal qui a été dressé dans le sud de la France l'a empêché de partir. En fait, l'histoire est il part aux États-Unis. Il arrive à Ellis Island à New York, et il est retenu pendant 26 jours parce que cet article est arrivé au FBI qui pense que Charles Trenet a parti lié avec les communistes. Oh là là là. Et ça a duré presque un mois, et il a fallu l'intervention de l'ambassadeur pour que Charles Trenet soit libéré. Et les Américains sont excusés, lui ont donné une carte verte à vie. Ah ben voilà, grâce à mon grand-père. C'est à mon arrière-grand-père. Alors il se trouve aussi que ce premier disque, c'est l'aboutissement de plein de choses. D'abord, vous avez fait plein d'orchestres. Le premier orchestre, d'ailleurs, ça a déclenché, je crois, les colères de votre père. C'est un orchestre punk. Oh, ouais, c'était un groupe punk. Bah, le nom Pénétration Anale, hein, donc c'est pas très commercial. On n'a pas beaucoup joué. On poussait des cris. Moi, j'avais une basse, une corde, le batteur qui tapait avec des branches d'arbres. Mais nous étions persuadés d'une chose, c'est que nous étions le plus grand groupe du monde. Oui. Avec les Rebelles aussi. Et les Rebelles, c'est le second groupe. Et je crois que quand vous n'étiez pas content du résultat, vous remboursiez le public. Oui, c'est vrai. Je me souviens de ce concert où l'entrée, ça devait être 5 francs à l'époque, et le public vient, mais je n'étais pas du tout content de notre prestation. Alors j'ai passé la journée du lendemain à poursuivre tous les gens qui étaient venus au concert pour leur rendre leurs 5 francs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des orchestres, Cali ? Alors il y a ce truc-là du docteur que j'avais lu, qui disait que la musique que l'on écoute entre 8 et 12 ans sera l'émotion musicale qui va vous poursuivre toute la vie. Alors on parlait du punk, mais c'est vrai que c'était une musique d'éternité, de liberté. Il ne fallait pas savoir jouer, il fallait juste être vrai, la sincérité. C'est ce qui m'a donné envie. Je n'ai pas fait. Aujourd'hui, mes enfants font tous des formations musicales, conservatoires, etc. Et c'est merveilleux. Moi, je ne connaissais pas ça. J'ai appris sur le tas. Et j'ai surtout eu envie de faire comme un groupe qui s'appelait Alix, chez moi, un groupe de pop, et on les regardait répéter, avec mes copains, et ils étaient heureux, joyeux, plein d'amour, ils rigolaient, ils s'embrassaient. On s'est dit, pour vivre tout ça, il faut faire de la musique. C'est parti de là. Alors, il y a donc eu, après les Rebelles, je crois, Indigo, ouais. Votre orchestre aussi éphémère. Oui, Indy, c'était Pascal Bizerne, un merveilleux chanteur qui m'a intégré dans ce groupe alors que je ne savais pas jouer. Il m'a dit, toi, tu as quelque chose, tu viens avec moi. Et il a fait des belles choses, hein, Pascal. Et ça m'a appris, j'ai travaillé. Et puis après, j'ai passé une audition pour entrer dans un bal, donc un orchestre de bal Indigo. Et c'était drôle parce que tout le monde faisait leur reprise de chansons de top 50. On savait pas faire ça. On savait jouer les chansons qu'on aimait. Et ça marchait. Moi, j'adorais chanter Fréhel, j'adorais chanter les U2, les Simple Minds, les Radiohead enfin tout. Et ça marchait bien, ça. Et surtout, ce qui était très drôle, c'est que les orchestres à côté avaient beaucoup d'argent et faisaient des décors pharaoniques. Et nous, on n'avait rien. Alors je leur ai dit,
nous allons faire, pour attirer les gens, le poubelle tour. Et on appelait l'après-midi, quand on faisait la balance, quand on préparait le son du soir, on appelait les gens chez eux, au porte-voix. On allait dans la rue, on disait, donnez-nous tous vos détritus, tout ce qu'il y a dans vos garages. Et le soir, on construisait un spectacle avec ça, et les gens venaient nous voir. C'est extraordinaire. Et je crois que le déclic aussi s'est produit à New York, où vous avez passé plusieurs mois, Cali. Ouais. Je suis parti suivre la maman de mon fils, de mon grand. Et là-bas, elle travaillait au Trams Café. C'est un café qui a malheureusement fermé, où les pointures, que ça soit des Springsteen, des Willy DeVille, etc., venaient rôder leur tournée mondiale. Et une salle de 200 places, hein, pas plus. Et il y avait des premières parties qui étaient là. Et moi, je regardais tous les soirs ces concerts. Et puis après, la barmaid me disait, il faut que tu te rendes à tel bar, parce que celui qui a joué Madison Square et tout ça, ils se retrouvent tous là. Et donc, j'ai passé toutes mes journées pendant 4 mois à voir 5, 6, 10 groupes par jour. J'ai pris ma guitare aussi pour jouer au Washington Square. Et je suis revenu de New York complètement changé, regonflé. Je voulais ça, ouais. J'avais la colère et la hargne et en tout cas l'envie. Et c'est comme ça qu'est né ce premier album, où il y a également cette chanson « Tout va bien ». Cette vie m'a mâché, avalé, dégueulé. J'ai si peur d'avoir tout vu. Pourtant, tout va bien. Tout va bien. Ce duo, Elliott Murphy, le grand. Alors, c'est bouleversant parce que pour moi, Elliott, c'est la génération de Bruce Springsteen. Quand Bruce passe à Paris ou à Bruxelles, il va souvent chanter avec lui. Il a chanté au Stade de France avec lui et il tourne partout et il lâche rien. Et puis je le croise dans la rue par hasard à Paris et je m'agenouille presque, quoi. Je lui dis Elliott, quoi. Et il me dit Cali. Et là je dis ouais, il me connaît. Et en fait il regardait sur internet, il me dit mais t'es fou sur scène et c'est dingue, j'adore. Et alors je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui dis est-ce que tu viendrais chanter avec moi? Et il m'a dit appelle-moi. Il m'a donné son numéro 2 jours après. J'étais en studio avec Steve Naive, le pianiste de l'album magnifique, un pianiste d'Elvis Costello, etc. Je l'appelle, il est venu et nous avons improvisé sur cette chanson, Tout va bien. Ouais, et tout va bien, et on va continuer à raconter comment tout va bien à travers une autre date, le 24 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Cali. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cali, 20 ans après le premier album, une nouvelle version avec ces duos qu'on écoute, et puis ce livre de David Desvérités, votre biographie, Je dois encore vivre chez l'Archipel, et des dates. 24 janvier 2013, vous avez oublié cette date? Vous êtes... 24 janvier, c'est l'anniversaire du batteur de mon premier groupe, donc j'ai pas oublié, mais 2013, qu'est-ce que ça peut être? Vous devenez citoyen d'honneur de Vernay-les-Bains. Oh là là, oui. Oh, merveilleux, merveilleux. Bon, alors, c'est mon petit village et j'ai fait les 400 coups là-bas, quoi. Donc, on a même scié les sapins de Noël sur la place avec la nuit. Enfin, personne savait qui avait fait ça, c'était terrible. Mais on s'amusait, on était des gamins, hein, dans le village. Et quand il m'arrive ce qu'il m'arrive, je sors l'album Vernay-les-Bains, qui s'appelle Vernay-les-Bains. Et la mairesse, Madame Jalibert, Brigitte Jalibert, me fait cet honneur de me remettre les clés, quoi, et de la médaille du village, de la ville. Et là, vous savez comme ça se passe dans un village, des élections qui séparent les uns les autres, tout le monde qui peut s'engueuler. Et là, le village entier était là. Tout le monde presque se réconciliait autour de petit Cali qui était là à Vernay-les-Bains. Ouais. Le petit Cali, d'ailleurs, c'est pour ça que vous appelez Cali. Au départ, ouais. Le disque n'aurait pas dû, le premier disque n'aurait pas dû être intitulé avec Cali. Non, jusqu'au dernier moment, moi, je m'appelais comme je m'appelle, Cali Tchouri. Oui. Mais difficile à prononcer. Aucun instituteur ni professeur n'a jamais réussi à écrire la bonne orthographe. Et quand j'ai dit à la maison de disques, bah vous savez, chez moi on m'appelle Cali, ils m'ont dit ouh là, oui, c'est beaucoup plus commercial. On vous appelait Bru aussi quand vous étiez petit. On m'appelait Bru, on m'appelle parfois Bru aussi. Et ouais, j'ai tout ça, ouais. Alors il se trouve que Vernay-les-Bains, c'est votre havre de paix après des tournées, car après le premier album, vous n'avez plus arrêté de faire des tournées, Cali. Oui, j'aime bien l'idée du no ending tour à la Bob Dylan, c'est-à-dire que travailler des spectacles nouveaux chaque fois, que ça soit seul à la guitare, entre théâtre chanson, piano voix, avec un philharmonique aussi, que ça soit du big band, que ça soit des groupes de rock. Mais l'idée c'est d'être sur la route parce que je me suis presque égaré une fois en voulant, comme on me l'a conseillé, arrêter de jouer un petit peu pour se faire oublier, mais j'ai pas de stratégie dans ma vie. J'ai essayé de m'arrêter, j'ai fait une forte dépression. J'ai compris que la route c'était ma vie, ouais. Oui, le travail c'est la santé. Oui, surtout que si vous regardez les chômeurs comme ça, évidemment que c'est difficile de boucler des fins de mois et donc c'est désastreux et terrible et fou à vivre. Mais aussi le mal des chômeurs, c'est l'inactivité. Ouais.
Oui, et vous avez été très actif, et j'en reviens à ce premier album où il y a une chanson aussi pas très heureuse, mais c'est votre marque de fabrique, ça s'appelle Le Grand Jour. Alors, ça y est, c'est le grand jour, tu t'en vas. Alors ça y est, c'est la bonne, cette fois. Je regarde tes fesses qui m'échappent. Et elles sont pas mal, ma foi. Je te raccompagne jusqu'à la porte. Je voudrais hurler ma joie. Je voudrais pleurer de bonheur. Faire Allez. des claquettes. Bruno Benabar. Oui, Benabar, C'est mon frère, quoi. depuis le début, il vous a toujours soutenu. Ouais. Au tout début, j'ai pu faire des premières parties de Benabar. Et puis on est devenu très proches, on a compris que tout ça était un grand jeu et pour s'amuser, il faut avoir des copains. Et on est devenus très amis. Mais les thèmes favoris de votre écriture de ce premier album, c'est la douleur, la séparation. C'est presque un médicament pour lutter contre cette douleur, ce premier album, Kelly. En tout cas, c'est le médicament qui a fait que je m'en suis sorti, que j'ai pu pousser au fond de la piscine et ressortir la tête de l'eau parce que ces chansons-là, un jour, la personne qui m'a quitté est venue les écouter et m'a dit t'as pas le droit de montrer ça. Et là, j'avais gagné. Je me suis dit waouh, ça doit être pas mal écrit alors. Alors, il y a bien sûr ces moments tristes, mais des moments heureux, notamment sur scène. Et je crois que le Printemps de Bourges a été un moment heureux, Kelly. Un moment très fort. On démarre les tournées 2003 et puis 2004 arrive et Bourges. Et là, il y a Benabar, San Severino et Bachung. Et j'arrive, je me souviens, j'ai un sac à dos avec mes affaires, je suis mal habillé, et j'arrive derrière la scène pour me rendre aux loges. Et là, je vois au fond le grand Bachung qui est magnifique, le grand ange, le grand aigle, qui écarte les bras. Je me retourne, je pensais que c'était pas pour moi. Et il m'embrasse, il me dit Kali, je suis trop fier de jouer avec toi ce soir. C'est magnifique. Ah ouais, parce que depuis, il m'a pas lâché, c'est-à-dire que très protecteur, ouais, très protecteur. Mais vous avez eu besoin de cette protection pour justement avancer. Ouais, j'ai été protégé par des posters au départ quand j'étais adolescent, ce qui m'aidait à aller au lycée le matin, que ça soit Jacques Higelin, que ça soit Tiefen, que ça soit Patti Smith, U2, Springsteen, et Bachung et Daniel Dark. Et on m'a dit fais attention parce que si tu croises tes héros, tu peux être déçu un jour. Tous les héros qui ne m'ont pas menti par leurs chansons quand j'étais gamin ne m'ont pas menti en vérité, c'était des belles personnes. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui vous a pris dans ses bras aussi dans un moment de panique, c'est Patti Smith au Festival des Vieilles Charrues. Ouais, je sors complètement bouleversé du concert et je m'agenouille et je pleure et une dame me met la main sur l'épaule, me relève, c'était Patti Smith qui a dégrafé un badge de sa veste verte. Et c'était un badge de peace and love, quoi. Et elle me l'a offert comme ça. Le soir, je peux vous dire que j'ai bien dormi, quoi. Elle a un point commun avec vous, c'est la mort est tellement importante dans sa vie qu'elle fait des voyages uniquement pour visiter les tombes des grands écrivains et se recueillir devant. Oui, notamment Rimbaud. Hein. Oui. Elle va aussi en Algérie beaucoup. Enfin, elle se promène dans le monde et c'est vrai, vous avez raison. On a l'impression qu'elle parle avec eux et qu'elle nous ramène leurs pensées, leurs dires. Et elle écrit des livres incroyables. Et j'ai eu la chance de chanter avec elle à Taratata. Et alors, je vais vous dire une anecdote, c'est que il y avait le fameux l'après-midi pour les balances. Elle m'appelle dans sa loge et j'y vais. Tout le monde attendait devant la loge et c'est moi qu'elle voulait puisque je devais jouer avec elle. Je m'assois à côté d'elle, j'avais un pantalon rayé. Elle tape sur mon pantalon comme ça, elle dit I love your pants. Et elle m'a demandé gentiment est-ce que je peux te jouer une chanson nouvelle que j'ai écrite. Donc j'étais là, Bruno Caligiuri de Vernet-les-Bains, seul dans la loge avec Patti Smith qui m'a joué une nouvelle chanson. Mais les Vieilles Charrues, pourquoi étiez-vous impressionné? Bon, il y a 60 000 personnes ouais, quand même. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Vous savez que ce festival est né par hasard. C'est entre copains un jour, c'était en 92, qui voulaient faire une petite fête parodiant ce qui se passait dans la région. Ils invitent des copains, ils donnent des sandwichs à tout le monde et ça a démarré avec 50 personnes. Oh là là, et c'est devenu un festival incroyable. Ce sont les plus beaux festivals. Hein. Moi, je suis parrain d'un festival, les Déferlantes dans le sud, là, et ça a démarré tranquillement et aujourd'hui, c'est des grandes messes. Ouais. Et puis, il y a les Eurokéennes, je crois, le 2 juillet 2005, où vous êtes totalement déchaîné sur scène, Kali. Ouais, c'était à quelques jours de la naissance de ma Coco, qui joue avec moi sur le dernier disque. Elle est née le 9, on était le 2, et moi, j'étais complètement tendu et j'ai plongé dans le public, 40 000 personnes, et j'arrivais plus à rentrer, à revenir. Et puis on m'a dit, regarde la vidéo quand tu plonges dans le public. J'aime pas regarder Kali en concert. Donc j'ai quand même regardé la vidéo. On m'a dit, regarde là. Et à un moment, je passe à côté d'une dame qui est sur les épaules de son chéri, une fille, quoi. Et quand je passe à côté, elle lève son t-shirt, elle me montre sa magnifique poitrine. Et dans mes yeux, on voit que je la regarde même pas, quoi. Je continue devant comme ça. Vous avez dansé aussi avec une spectatrice un soir?
Oh ouais, j'adore ça. Je danse tous les soirs avec. J'aime bien casser le 4e mur, que ça soit se faire porter, se faire caresser ou danser avec les gens. C'est tellement important parce que les 2 heures ou 3 heures de concert sont les moments parmi la vie, ce temps terrible et ces soucis, ces tracas, ces 2 heures où on peut tout oublier et se dire, allez, c'est la boum entre nous. Ouais. Alors, vous avez l'amour du public, mais il y a quand même un amour qui vous a manqué. J'ai besoin d'amour, mon amour, sentir l'amour, boire l'amour. Mais quelle idée as-tu là? M'oublier au bord comme ça, tous les hommes te désiraient, pas on ne te mettait pas encore un duo. Ouais, c'est un duo particulier parce que si vous écoutez la chanson, quand je l'ai écrite il y a 20 ans, j'ai craché ces mots sans me soucier de la métrique. Donc il y a des mesures à 4, à 3, à 2 et à un moment je cherchais ce duo et je me suis dit il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se balade et qui adoucisse le propos peut-être, et c'est Ibrahim Malouf qui a accepté de venir avec sa fabuleuse trompette, hein. Donc Ibrahim qui va aux Grammys, qui va partout dans le monde, qui joue avec les plus grands, qui accepte de venir avec moi. On s'aime beaucoup parce qu'on s'était croisés sur un concert de Delerme il y a bien longtemps et de Vincent et voilà, c'est lui qui si vous l'écoutez, je dis aux gens, allez l'écouter cette chanson parce que sa trompette, elle parle beaucoup mieux que moi. Ouais. Oui, mais en même temps, il surprend toujours. Vous aimez surprendre. Vous n'avez jamais fait 2 fois le même album. C'est important pour vous. C'est important de se tromper de porte, en tout cas d'en chercher d'autres, parce que l'idée c'est, on parlait d'une Wending Tour, donc l'idée c'est d'avoir toujours envie d'aller sur scène et moi je veux être totalement surpris. Donc je me souviens de mon premier disque quand il y avait il était classé parmi chansons françaises, le 2e il était pop rock, le 3e il était musique du monde et ça me plaît, casser les chapelles. Et puis comme disait Bowie, on se trompe de porte et puis on sait pas où on est et c'est là que les plus belles choses, en tout cas les plus surprenantes peuvent arriver. Oui, et puis il y a des mauvaises nouvelles qui deviennent bonnes. Je crois qu'un jour vous avez fait un clip sur la fracture sociale qui vous a valu quelques soucis mais aussi beaucoup de pubs. Ouais, beaucoup de pubs. Donc ça, c'est un grand jeu aussi, mais c'était l'époque où Jacques Chirac et Monsieur Villepin avaient sorti dans 100 jours. C'était quoi exactement dans 100 jours? Il donnait 100 jours. Oui. Et moi, mon album s'appelait Menteur. Et alors, j'avais passé leur slogan et je disais Menteur, album de Cali, comme ça, c'était drôle. Mais le CSA l'a censuré, ouais, donc ça m'a fait pas mal de pubs. Voilà. Et il y a eu aussi les Victoires de la musique. Vous avez été nommé et vous êtes arrivé avec des poupées en plastique, des mannequins en plastique. Bah oui, parce que la télévision en général, on nous laisse pas trop faire grand chose, hein, et là ils nous ont dit carte blanche. Alors faut pas dire ça à Cali. Faut pas dire ça à Cali. En tout cas, j'ai trouvé des mannequins dans les magasins rouge, bleu, vert. Et je les ai mis avec moi sur scène. Je me souviens, la chanson s'appelait Je m'en vais. L'après-midi, j'ai eu mal à la tête et je suis allé dans une pharmacie et en achetant des médicaments comme ça, une aspirine. Et puis je vois un rouge à lèvres qui m'appelait. Bruno, achète-moi. Alors je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche. Et le soir, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai maquillé les mannequins comme ça et j'ai embrassé un mannequin. Sauf que quand j'ai regardé la caméra, il faisait chaud. Le rouge à lèvres était tout autour de ma bouche. On eût dit Hannibal Lecter, quoi. Et j'ai sauté dans le public, j'ai embrassé une femme qui m'a donné des coups de poing. Enfin, en tout cas, c'était catastrophique. Et allez voir cette séquence parce que on se rappelle pas souvent des choses comme ça. Et moi, je m'en souviens, ouais. Oui. Et on se souvient aussi de cette chanson que vous aviez créée il y a 20 ans, Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir, bébé. Stéphane Echer, là aussi, c'est un complice. Ouais, un complice, un cadeau merveilleux parce que il y a 20 ans, je me souviens, il m'avait contacté pour me dire combien il aimait cette chanson. Et 20 ans après, je l'appelle. Alors on se connaît depuis, hein, mais on s'aime beaucoup. Moi, je suis très admiratif de son travail, de ses tournées, de sa folie, de sa création. En permanence renouvelée. Et je lui ai proposé la chanson. Il n'était pas au studio. Il m'a dit je suis sur la route, mais en Suisse, je pourrais t'enregistrer quelque chose. Et je lui ai envoyé le piano de Steve et il m'a envoyé sa version. Et j'étais dans la rue. J'ai écouté sur mon téléphone et j'ai pleuré. Les gens me regardaient, je pleurais. Je pleurais de joie. De joie, ouais. Alors, votre inspiration, bon, il y a bien sûr votre vie, mais il y a aussi les livres, les vidéos. Vous êtes très attentif à tout ça, Cali, pour trouver des thèmes de chansons. Ouais, je suis très, je vais au fond, c'est-à-dire que pour moi le plus grand acteur c'est James Stewart, donc ces films avec Capra qui m'ont tant fait de bien, que ça soit La vie est belle, que j'offre à tout le monde pour se remonter le moral quelque part, mais j'aime les Kaurismäki, j'aime tout ça, j'aime ces films de Lars von Trier,
Diastème en France. Il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup. Et ça me donne. Vous savez, écrire une chanson, c'est pas s'asseoir devant un bureau et attendre ce qui se passe. C'est regarder ces films-là, c'est écouter des chansons bouleversantes, c'est lire un livre. Et pendant 20 minutes après, ou une demi-heure après, ou une heure après, on est encore sur son nuage. Et là, les mots arrivent et les chansons arrivent. Écrire sur des cahiers et pas l'ordinateur. Oh non, j'ai pas d'ordinateur, c'est terrible, hein, mais je n'y arrive pas. On m'a dit que la logique, c'était d'appuyer là, là et là. Ouais. Je ne vois pas où est la logique. Ouais. Pour moi, la logique, c'est une pente, on met une balle, elle descend la pente, mais pas un ordinateur. Mais j'écris sur des cahiers, je suis en train de terminer mon 4e roman, là, et puis et j'ai des cahiers. J'ai le sac, là, juste à côté de vous, là, juste là. Si je le perds, comme j'ai perdu le 3e, j'ai qu'une version. Donc, j'écris. Ce qui me plaît, c'est qu'en écrivant à la main, comme j'écris mal de la main gauche, ça prend des formes un peu bizarres et ça donne une vie. Donc quand je le relis à la personne qui quand je le dicte à la personne qui tape après elle sur son ordinateur, j'entends des chansons et donc je pense qu'un roman c'est une musicalité quoi qu'il est. C'est une chanson un roman. Et on va continuer à parler chansons avec la date du 15 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Cali. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cali, nous revisitons votre premier album sorti voici 20 ans avec des duos au fil de l'émission. Il y a ce livre, Je dois encore vivre, de David Desvérités, qui est à l'Archipel, votre biographie quasi officielle. Et donc, 15 mars 2024, la sortie de cet album, vous avez à nouveau extrait cet album dont le titre est L'amour parfait. Je suis affamé, assoiffé de l'amour le plus parfait. The state of grace, the beginning of the cold. Version française et anglaise. Ouais, Cock Robin. Ouais, ça m'a bouleversé parce que cette voix me bouleverse totalement et je connaissais pas et puis je connaissais pas personnellement et on a beaucoup travaillé là-dessus. On a essayé des choses à Paris, il est parti au Texas et puis ça devait plus se faire. Il m'a dit ben non, moi ton duo, ta chanson me plaît et puis je veux pas la gâcher. Il y a tellement de duos ratés, je veux pas. Il est très perfectionniste et quand et à un moment, on a réussi, quoi. On a réussi. Parce que je lui ai dit, si jamais tu chantes pas avec moi, je mets pas la chanson sur le disque. Cet album, finalement, c'est le fruit d'une longue réflexion. C'est pas arrivé par hasard, Cali. Non, c'est pas arrivé par hasard. C'était vraiment un cadeau que je voulais faire à toutes ces chansons qui ont ouvert les bras de ma vie il y a 20 ans. Et ça a été vraiment travaillé, hein. Quand je chante avec Adamo sur C'est toujours le matin. Il y a 20 ans, je m'adressais à une fille. Et là, avec le magnifique Salvatore, hein, c'est le plus tendre, le plus gentil des hommes. Et on a beaucoup réfléchi. Et en studio, vous savez, souvent quand on nous appelle pour faire des duos, ça dure 20 minutes et on prend votre voix. Merci, au revoir, c'était bien, bravo. Non, là, c'était intellectualiser un petit peu. Et puis là, il me dit, c'était un duo, on va être les 2 meilleurs amis du monde et tu vas me voler ma femme. C'est toi le traître. Voilà, c'est ça la nouvelle chanson 20 ans après. Alors, ce qui fait aussi le charme de votre album, c'est que les chansons sont interprétées dans l'ordre original de leur création de l'album. Oui, alors je parlais de Cock Robin, c'est évidemment Peter Kingsbury, hein, tout à l'heure. Mais ouais, c'est l'ordre original de l'album parce que déjà je le joue sur scène aujourd'hui avec Steve Naïf, le grand pianiste, et je dis en moment du concert, et maintenant nous allons vous interpréter toutes ces chansons comme ça de ma vie, et puis qu'on verra les bras de ma vie, le premier album dans l'intégralité, dans l'ordre. Donc voilà, c'était important parce que quelque part, on va très vite aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure. Tout est accéléré, tout est bâclé quelque part. Et surtout, on pioche une chanson à droite, à gauche, et on écoute comme ça. Non, un disque, c'est un enfant qui arrive, quoi. Et un enfant, c'est un roman qui arrive. C'est une vie qui arrive. Et c'est pas pour rien que dans cette période, on a écrit ces chansons qui veulent dire tout de nous à l'instant T. Comme ça, c'est un Polaroid de notre vie. Et pour moi, c'est important le choix des titres, évidemment, mais l'ordre des titres. Et en même temps, dans cet album, il y a des chansons qui ont marqué une génération comme celle-ci. Elle se tenait là à 10 pas, toujours derrière le même arbre. Peut-être passaient-elles leur vie à m'observer. Bernard Lavilliers qui arrive, ouais.
Là aussi, il a une fidélité dans l'amitié incroyable, Bernard Lavilliers. On parlait de protection tout à l'heure, un protecteur, et il en fait partie vraiment toujours là. On a partagé beaucoup de scènes, mais beaucoup de combats aussi. Il m'appelle quand il faut aller jouer pour défendre des sidérurgistes ou pour défendre des gens qui se font virer de Goodyear, ou alors il y a des choses comme à Bordeaux, Ford aussi. Et c'est pas un tricheur, quoi. Il est très dans le social. Ses chansons engagées l'engagent d'abord, quoi. Mais d'ailleurs, vous aussi, allez chanter pour des détenus ou pour la cause animale, vous êtes toujours volontaire. Oui, parce que je viens de là. Hein. Moi, il y a un atavisme. On parlait de mon grand-père Giuseppe, mais il y a mon papa qui était là aussi. Et mon papa m'a toujours dit, tout seul on n'avance pas, quoi. Il faut se tenir la main, il faut se serrer les coudes. Et si quelqu'un tombe à côté, tu le relèves. Et ça a été, j'étais tout petit quand il m'a dit ça. C'est resté complètement gravé au fond de mon cœur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais pas faire grand-chose à part écrire des chansons et aller les chanter sur scène. Donc, j'essaie d'être le petit soldat de gens qui travaillent au quotidien pour qu'on vive mieux, parce que les associations, il faut faire attention de les préserver, de les cajoler, parce que quand une association change la vie d'un quartier, ça change la vie d'une ville, ça change la vie d'un pays, ça change le monde. Donc tout ça, c'est très important. Oui, les prisons, pourquoi on laisserait derrière un mur des gens hors culture? On parle d'intégration, de revenir. On peut pas offrir la double peine. Non, il faut, si on veut qu'ils reviennent avec nous sur la route de la vie, il faut leur montrer ce qui se passe sur la route de la vie. Quand vous avez réalisé cet album, vous vous êtes dit, trouver 13 personnes qui chantent avec moi, ça va pas être simple. Et ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple. J'ai dressé toute une liste. Alors on m'a parlé de jeunes qui arrivaient aujourd'hui, que je connais bien et qui sont merveilleux. Mais j'ai voulu frapper à la porte inviter, comme à mon anniversaire, des amis qui m'ont aidé pendant ces 20 ans. On en parle depuis le début de l'émission. C'est tous ces gens qui ont jalonné ma vie. Et il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Alors j'ai décidé que ça serait les chansons qu'appelleraient les chanteurs. Donc il n'y a pas eu débat. Chaque chanson convenait, puisque je les entendais déjà, quoi, avec moi. Alors il y a un côté Madeleine de Proust finalement derrière tout ça. Ouais, il y a un côté, c'est cette odeur qui est à la fois hier et il y a longtemps. Hein, le temps court comme un élan. Et pour moi, quand je reparle de ces chansons, il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'était hier, puisque c'était un tourbillon total. L'autre jour, j'ai donné un concert et une dame m'a présenté sa magnifique fille qui me dépasse en taille, qui a 20 ans. Et elle m'a montré une photo d'un concert au tout début de Cali où sa magnifique fille est dans son ventre. et donc ça me bouleverse tout ça, parce que tout va très très vite. Et en même temps, je prends ça comme une chance gigantesque. Tout s'est aligné. J'ai des amis qui n'ont pas la chance de donner les concerts que je donne, qui ont un talent gigantesque, et ça s'est pas passé comme ça pour eux. Alors je remercie, je sais pas qui, mais je remercie, ouais. Alors vous avez évoqué ce duo avec Adamo, on ne l'a pas encore entendu. Ça va être chose faite, merci. C'est toujours les matins. C'est toujours le matin, toujours elle me revient, le sourire invincible. C'est toujours le matin, toujours comme un coup de poing. Vous avez des origines communes finalement par vos ancêtres, l'Italie. L'Italie, oui. Et Salvatore, on a beaucoup partagé, on s'est croisés énormément. Je me souviens de ce concert que nous avons donné en Belgique pour les naufragés, quand c'était terrible, hein, qui avaient tout perdu avec les inondations. Et lui, la différence avec un petit Cali, c'est que il est connu dans le monde entier. Donc il se promène dans le monde entier. Et il est à droite à gauche depuis toute sa vie. Des carrières, vous savez, les carrières qui nous plaisent, ce sont les carrières qui ne sont jamais lisses. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des fulgurances, et puis on redescend dans les ténèbres. Mais on est là toujours. Et Salvatore m'a dit une chose un jour: fais attention Bruno, parce que le regret de ma vie, c'est que, ouais, j'ai pris tout cet amour du public, mais peut-être que chez moi, j'étais pas assez avec mes enfants. Et ses enfants lui ont dit, mais non, t'inquiète pas, Salvatore, et merci pour tout et on t'aime. Et il m'a dit, fais attention à ta famille. Oui, et en plus, vous-même, vous avez eu des hauts et des bas. Après le 4e album, vous vous êtes dit, mais est-ce que je suis fini? Vous êtes posé la question, Cali? Ouais, alors fini. Disons que est-ce que je dois continuer ça ou revenir dans un village pour essayer de devenir instituteur? Je ne sais pas, mais
Mais quelque part, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça m'a permis de ne pas considérer tout comme acquis. Voilà, parce que quand on est dans un confort, je suis sûr qu'on a besoin d'un caillou dans sa chaussure pour écrire des choses vraies, belles et sincères. Et ça m'a beaucoup plu. Alors c'est marrant parce que le 4e album qui s'appelle La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur, avec un titre comme ça, comment voulez-vous que ça marche? En tout cas, ouais, on en a vendu pas mal, hein, mais c'est peut-être mon préféré. Ouais. D'ailleurs, le titre vous avez été inspiré de façon très insolite. Ouais, c'est mon ami Fernand qui fait les pochettes, là, qui était le chanteur du premier groupe et qui est un fervent pêcheur. Et qui était au bord d'un lac, et je cherchais un titre à mon album, et je reçois un message à 6h du matin, et il me dit, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Alors je lui dis, tu viens de trouver le titre de mon album? Il m'a dit, je t'écrirai plus jamais de message. Il m'a dit. Alors, vous êtes renouvelé en permanence, et il y a un spectacle, un seul en scène, étonnant, où vous êtes à la fois chanteur, conteur et comédien, Cali. Oui, j'avais démarré ça, une tournée il y a quelques années, et parce que j'ai eu la chance de faire du théâtre en 2014, si on parle de date, Cowboy Mouse de Patti Smith et Sam Shepard, mais j'avais adoré ce moment où on peut poser les chansons, quand il y a 5 accords, en mettre 4 ou 3 ou 2, 1, ça suffit peut-être. Les mots sont là, raconter des histoires. Et puis là, le dernier que j'ai fait récemment, là, c'était ne faites jamais confiance à un cowboy. C'était basé sur une phrase de John Ford, quand la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. Donc je racontais des choses qui étaient basées sur mon 3e roman. Alors je passe par la case prison, les gens me demandaient si c'était vrai ou pas, j'ai jamais donné la réponse. Je suis pas encore allé en prison, mais voilà. Mais en tout cas, je me suis amusé à raconter une histoire d'un clochard. J'avais étudié le clochard céleste, c'est-à-dire celui du début du siècle dernier, qui n'était pas, c'est pas pour singer des gens qui ont faim, c'était des gens qui cherchaient la liberté, qui allaient lire des poésies et dormir à la belle étoile, juste pour être libres. Ils avaient leur famille. Ils étaient d'ailleurs très jalousés par la bourgeoisie, qui ne pouvait pas se permettre ça. Il y a des gens qui ne pouvaient pas se permettre de traîner comme ça. Et voilà, donc j'étais avec un réverbère qui me parlait sur scène, et c'était assez étonnant, mais j'ai adoré ce moment. Ouais. Puis il y a une chose étonnante, une courte séquence, quand Jean-Pierre Mocky a repris le principe des 26 minutes d'Alfred Hitchcock, il vous a demandé de tourner dans une séquence. C'est assez étonnant ça aussi, Cali. C'est très étonnant parce que Jean-Pierre Mocky, c'est waouh. Donc il m'appelle et puis je lui dis mais je suis sur la route. Il avait repris donc tous ces films de Hitchcock, et il avait racheté les droits, mais il y a ses amis de Depardieu, il y a plein d'amis il y a plein d'acteurs qui ont accepté de faire ça, mais ce sont des acteurs. Et puis je lui dis mais pourquoi moi? Il me dit non, ça va être super. Je dis ouais mais je suis fatigué, je suis entre 2 dates là, je sais pas trop. Il me dit c'est parfait parce que tu vas jouer le rôle d'un tueur alcoolique. Donc voilà, j'ai joué le jeu. Et j'ai adoré, vraiment. Donc, je veux continuer à tourner et tourner. Hein. Voilà. Cette série d'Hitchcock, je le précise, elle date de 1955. Et à chaque fois, il avait des grands acteurs, puisque Charles Bronson, Steve McQueen, Bette Davis ou Peter Falk ont tourné dans ces courts-métrages d'Alfred Hitchcock. Oui, tout à fait. Alors, dans cet album, il y a quand même une chanson originale, un duo avec Pascal Obispo. J'ai eu peur souvent, mais Maria, oh Maria, n'en a jamais rien su. Ça aussi, c'est une chanson totalement inédite. Totalement inédite. Alors, la rencontre avec Pascal, c'est il y a plein d'années là. C'était le mariage de Bruno Benabar et la magnifique Stéphanie. Et puis, on s'est retrouvés un peu ivres à la fin à chanter au micro tous les deux. Et puis, on s'est pas quittés. C'est un ami. Nos musiques ne sont pas spécialement dans la même... mais quoique. Et puis... Et là, quand j'ai annoncé le nom des 13 participants à mon disque, il m'a dit « Pourquoi pas moi ?» Mais il me l'a dit d'une manière un petit peu triste. « Je suis ton ami, moi je veux être avec toi, je veux participer à la fête. » J'ai dit « Alors on va faire quelque chose. » Alors il se trouve que Pascal, en ce moment, est en train d'enregistrer des choses. Et il me fait l'honneur d'enregistrer un album Cali, voilà, donc de chansons de Cali. Et il avait cette chanson qui arrivait, et puis je lui dis ça c'est tendu, on pourrait le faire, et c'est parti comme ça. Finalement, vous rêviez d'une vie de famille tranquille, et vous êtes un troubadour avec quand même cette vie de famille et vos enfants qui sont vraiment très proches de vous. Cali, c'est une belle réussite, c'est un accomplissement. Oui, je réussis comme un équilibriste à tomber d'un côté et tomber de l'autre. Mais en tout cas... j'ai besoin des deux. On parlait des enfants. Ma fille Coco, qui est violoncelliste, pianiste, je lui ai demandé, elle est à Paris, elle fait des hautes études de musique, et je lui ai dit, tu viendrais pas chanter avec papa d'ailleurs, à côté de Pascal Obispo, dans son bonus comme ça de l'album. Et elle m'a dit, écoute, il y a 10 ans, j'ai chanté avec toi, Coco. Elle avait une petite voix là.
Et elle m'a dit, allez, pour toi, je le fais. Donc, il y a ma fille aussi, Coco Caligiuri, qui est là. C'est dire s'il y a beaucoup de choses sur cet album que nous avons évoqué, que je recommande à celles et ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux. Merci. Votre album du passé, mais remis au goût du jour, avant les suivants, bien entendu, il y en aura d'autres. Oh, j'espère. En tout cas, non, je prends au jour le jour. Aujourd'hui, voilà, je suis avec Steve Knife, Steve Wickham, ma fille, c'est des grands musiciens. Je mesure cette chance et je me dis toujours c'est peut-être le dernier, alors profite. Oui, je suis sûr que c'est pas le dernier. Il y a aussi la biographie de David Desvérités, Cali, je dois encore vivre à l'archipel. Merci, continuez ainsi, ne changez rien à votre vie, Cali. Bravo d'avoir pris le temps de parler, ça fait du bien de parler, hein. Merci. Et réciproquement, merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.